Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, exceptionnellement, le podcast n'est pas un podcast en solo, mais en duo, avec Léa, qui est orthophoniste, créatrice de contenu, et avec encore plein d'autres choses dont on va vous parler pendant l'épisode, avec beaucoup de casquettes, et qui s'attache vraiment à faire connaître, à transmettre tout ce qu'elle a à transmettre en tant qu'orthophoniste aux parents, pour les aider à faciliter l'apprentissage du langage pour leurs enfants. Alors, on s'est connus il y a longtemps maintenant, ça doit faire quasiment 5 ans, 4 ans et demi, je pense, quelque chose comme ça. J'aurais dit 4 ans et demi. Et c'était juste après la fondation des Montessori 7. Tu fais partie des premières à avoir rejoint ma formation vie pratique et vie sensorielle, parce qu'à l'époque, tu voulais en savoir un peu plus sur cette partie de la pédagogie Montessori, en découvrir un peu plus pour tes enfants. Donc ça remonte à longtemps. On avait eu quelques échanges du coup sur l'orthophonie, sur le langage oral, sur tout un tas de choses. Et en fait, tu es donc non seulement orthophoniste et créatrice de contenu sur Internet, mais aussi créatrice d'un magazine. Vous avez fêté son premier anniversaire là. Effectivement, on a fêté le premier anniversaire du coup au mois de mars. Donc, on l'avait lancé l'année dernière, le 1er mars du coup 2020. Et effectivement, pourquoi un magazine ? Parce que du coup, je transmettais quand même beaucoup sur les réseaux parce que ça me tient à cœur, mais que je ressentais un besoin de transmettre plus, de proposer un vrai contenu concret aux parents pour leur transmettre toutes les clés pour aider au mieux le développement de leur enfant. Et voilà, du coup, c'est comme ça que le magazine est né. Et on est trop content de continuer cette belle aventure et de faire intervenir plein de professionnels. Tout va bien. Tout plein de professionnels aux divers horizons. Voilà, on a déjà fait intervenir des ergothérapeutes, on a aussi des anciennes maîtresses d'école, des interprètes en LSF. Enfin, vraiment, l'idée, on est vraiment dans une vision globale de l'enfant. C'était vraiment important pour moi. Et c'est ce que je trouve génial, c'est que du coup, pour les parents qui cherchent à aider leur enfant, à faciliter son développement, etc., il y a énormément de choses sur Internet, mais souvent des choses qui sont très rapides, un peu superficielles. En gros, ce qui tient sur une légende Instagram ou un post Facebook, et ça reste très limité quand même. Et puis, on ne sait jamais derrière... tout le monde n'a pas les mêmes compétences professionnelles. Moi, justement, je ne suis pas orthophoniste, donc c'est vraiment un métier à part. Et je trouve ça formidable d'offrir aux parents le regard de différents professionnels comme ça sur tous ces thèmes. Et tu me disais que l'objectif premier, c'était vraiment de rendre acteurs les parents du développement de leur enfant. Et je trouve ça formidable parce que moi, ça répond totalement à mon objectif aussi en parallèle, qui est d'aider les parents à redevenir les premiers éducateurs de leurs enfants à travers l'école à la maison, à travers le co-schooling, à travers tout un tas de choses. Et ça se rejoint totalement par des chemins différents. Effectivement, nos deux visions se rejoignent totalement, mais je pense qu'on est aussi dans une dynamique où de plus en plus de parents s'impliquent, où ont vraiment envie d'être acteurs du développement de leur enfant, et le fait de pouvoir leur apporter les clés, les bonnes clés pour savoir comment agir, parce que tout parent veut bien faire concrètement. Voilà, hein, les parents, en règle générale, leur objectif premier, c'est de faire bien pour leur enfant. Et en fait, on se rend compte que parfois, il leur manque simplement des clés parce qu'on ne leur a pas dit cette chose-là et que ce qu'ils faisaient naturellement, ce n'était pas la bonne chose. Et ce n'est pas grave en vrai, mais cette idée d'apporter des supports, effectivement, c'est de ne pas être contraint au fameux nombre de caractères sur les légendes Instagram qui nous rendent toutes un peu chèvres, quand même, il faut le dire. Mais voilà, de pouvoir justement prendre ce temps-là, prendre ce temps-là et de pouvoir développer de façon suffisante pour que les parents ils aient aussi vraiment des informations, parce que effectivement tu le disais très bien, Internet ça foisonne
de tout plein de choses. Et en même temps, souvent, ça reste superficiel. Et donc, les parents se disent, ah oui, ça, c'est chouette. Et en fait, ils ne savent pas pourquoi ils vont le faire, quel est l'intérêt, comment ils vont pouvoir proposer à l'enfant cette chose-là. Ils ont l'idée principale, mais en fait, ils n'ont pas le pourquoi. Le pourquoi et le comment faire. Et c'était vraiment essentiel pour moi, en tout cas, de se transmettre ce pourquoi et ce comment. Oui, ni le contexte, parce que c'est vrai qu'on ne va pas proposer les mêmes choses à un enfant de 2 ans qui commence à parler, à un enfant de 4 ans. Enfin, et au-delà de l'âge, c'est plus le niveau de développement qui est important. Et de la même façon que dans la pédagogie Montessori, on ne va pas faire les mêmes gestes, tout simplement, avec des enfants de moins de 3 ans et des enfants de plus de 3 ans. Et il y a des choses qui changent radicalement d'une tranche d'âge à l'autre. Donc, quand on prend juste une activité isolée comme ça sur Internet, on perd tout ça, tout ce contexte. Et alors justement là, on s'est appelé il y a pas longtemps et j'ai découvert qu'en avril, tu allais sortir le prochain numéro de Parentalité éclairée. Parce que je ne sais pas si on a mentionné le nom du magazine, Parentalité éclairée. Et ce prochain numéro porte sur la lecture. Et il se trouve que moi, justement, en ce moment, je rouvre les inscriptions à ma formation Langage 3-6 ans pour apprendre à lire et à écrire avec la pédagogie Montessori. Et on s'est dit, c'est pas possible. Il y a une vraie coïncidence, il y a un vrai signe. Il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Ça va être l'occasion de parler toutes les deux de lecture et d'en faire profiter un peu les parents qui nous écoutent. Oui, effectivement, on s'est vraiment dit que c'était une belle synchronicité, que c'était pas un hasard qu'on se contacte juste à ce moment-là. Et voilà, effectivement, on est sur le même thème, les mêmes choses, on les aborde de 2 façons différentes. Et je trouve que c'est aussi tout ce qui fait la richesse des échanges avec les autres, c'est le fait que on n'a pas forcément exactement les mêmes points de vue. Et en même temps, il n'y a aucun point de vue qui s'oppose à chacun de prendre tout simplement ce qui correspond à leur famille, qui correspond à leur enfant. Et je reviendrai juste sur le fait que tu disais, et qui était très, très pertinent, qu'effectivement, on ne va pas proposer les mêmes choses aux enfants, on ne va pas avoir les mêmes objectifs en fonction de l'âge ou en fonction du niveau de l'enfant. Mais en fait, je dirais que on peut potentiellement proposer une même activité, mais avec des objectifs derrière qui vont être différents. C'est-à-dire que on va pouvoir, par exemple, je sais pas, en motricité fine, se servir de pince à linge, par exemple, et un enfant, un tout petit qui va commencer à se tenir assis, qui va commencer à transvaser, il va pouvoir juste prendre la pince à linge et l'enlever du contenant sans avoir d'attente derrière, alors qu'avec un plus grand, on lui proposera une autre activité. En fait, j'ai envie de dire qu'avec le même matériel, souvent, on peut proposer aux enfants des activités qui vont être ciblées, qui vont pouvoir permettre de répondre à leurs besoins. C'est aussi cette notion d'adaptabilité, je trouve, qui est manquante sur les réseaux, parce que on nous présente une activité telle quelle, une activité figée, souvent d'ailleurs sans nous dire l'âge de l'enfant, sans nous dire pourquoi on l'a fait, juste parce qu'en fait, quelque part, c'est esthétique, c'est joli, alors on part. Oui, tout à fait. Et souvent, il y a des activités, du matériel qui est extrêmement ouvert et qu'on va pouvoir réutiliser pour même, alors pour différents niveaux d'une même activité, mais même pour des thèmes différents qu'on va pouvoir utiliser pour du langage, qu'on va pouvoir utiliser pour de la motricité fine, pour tout un tas de choses. Et c'est vrai que ça, c'est pas du tout présent sur Internet, c'est vraiment dommage. Il y a toujours des parents qui nous demandent sur les groupes Montessori, ma fille a 18 mois, qu'est-ce que je peux lui proposer comme activité? Et alors, déjà, c'est malheureux parce que l'âge, c'est une chose, mais voilà, on ne sait pas où elle en est dans sa motricité globale, où elle en est dans le langage, etc. Et il y a toujours deux questions que je leur pose, c'est où en est-elle dans son développement? Est-ce qu'elle est dans une période sensible Montessori particulière, repérée par Maria Montessori particulière, du langage, de la motricité, des relations sociales, etc., ou de l'ordre? Et ensuite, à quoi est-ce qu'elle s'intéresse en ce moment? Est-ce qu'elle aime les petites voitures? Est-ce qu'elle aime les animaux, le cirque, les fusées? Parce qu'à partir de là, on va pouvoir construire une activité avec un objectif d'un côté et puis un thème de l'autre. Et une fois qu'on a ces deux éléments, ça y est, on sait comment proposer des choses. Mais un même objectif peut donner lieu à plein d'activités différentes, avec plein de thèmes différents. Et puis un même thème peut être traité là aussi à plein de niveaux différents, avec plein d'objectifs différents.
c'est une richesse qui est incroyable. C'est formidable, effectivement, de pouvoir adapter les activités. C'est hyper important et tu vois, je suis totalement en accord avec toi quand tu parles des intérêts de l'enfant. Moi, c'est quelque chose que je reprends toujours, notamment dans mes accompagnements, mais suivre les intérêts naturels de l'enfant, c'est comme ça que ça va marcher. Si un enfant, il est naturellement attiré par les voitures et que vous lui proposez des poupées, alors j'ai rien, on n'est pas dans un clivage, mais juste, voilà, en fait, s'il aime les voitures, allez sur les voitures. Si c'est un fan de dinosaures, profitons et allons sur les dinosaures. Vraiment, arrêtons de se dire non, pour apprendre telle ou telle chose, il faut forcément passer par un seul médiateur. En fait, non, tout peut l'être, vraiment. Et alors, donc, je voulais en profiter un petit peu de ta présence aujourd'hui pour parler du rôle d'une orthophoniste, parce que souvent, on pense à vous pour les retards de langage, les problèmes d'articulation ou les problèmes de dyslexie, mais en fait, votre rôle est beaucoup plus vaste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Effectivement. Alors, en gros, de façon très, très résumée, mais on peut prendre du tout petit bébé en charge jusqu'à la personne âgée. Donc, en gros, on peut naturellement prendre toutes les classes d'âge, toutes les périodes importantes de la vie d'un humain. Alors, bien sûr, chaque orthophoniste va avoir ses spécificités. On ne peut pas être performante dans chaque domaine, c'est pas possible. Mais il faut savoir qu'effectivement, un orthophoniste d'ailleurs, parce qu'on a quand même des hommes dans notre profession, même s'ils sont peu représentés, un orthophoniste peut prendre en charge notamment les tout petits qui vont avoir des difficultés au niveau de la succion, au niveau de tout ce qu'on appelle l'oralité alimentaire. On est vraiment là sur les tout petits. Et puis, on va pouvoir prendre en charge un peu plus grands, mais des enfants qui vont présenter des syndromes particuliers. Donc, il y aura toute une dynamique globale qui est différente, par exemple, d'un simple retard de langage. Ça va pouvoir être aussi des petits bouts autistes, des patients atteints de bégaiement. On a vraiment tout plein de choses. C'est vraiment hyper riche comme métier, mais c'est hyper vaste. Mais effectivement, on peut s'occuper de tout ce qu'on appelle plus dyscalculie, donc tous les troubles au niveau du calcul et des mathématiques. Mais c'est ce que je disais, on bascule aussi du côté des adultes où on va pouvoir s'occuper des personnes donc, qui vont présenter, par exemple, des troubles de la mémoire, donc des adultes qui vont présenter la maladie d'Alzheimer, par exemple, mais pas que. Vraiment, toutes ces maladies neurodégénératives, on va pouvoir, nous, agir et les aider à maintenir, du coup, là, au départ, on est dans les aider à mettre en place des choses, et quand on est du côté des adultes, on est dans maintenir un maximum de choses où pour des personnes qui vont avoir fait un AVC, réhabiliter les choses, parce qu'on va être dans une réhabilitation, notamment au niveau du langage, voilà, des patients qui vont avoir fait un AVC, qui vont plus du tout parler, et le rôle de l'orthophoniste à ce moment-là, ça va être de réhabiliter le langage pour que la communication soit pertinente. Et j'ai envie de dire, voilà, de façon générale, en fait, tout ce qui va graviter autour de la communication, que ce soit orale ou écrite, va pouvoir être pris en charge par un orthophoniste. Oui, c'est formidable, parce que en t'écoutant, je me disais, il y a tout le travail oral, il y a tout le travail écrit, il y a tout le travail logico-mathématique derrière, et puis j'ai déjà vu aussi effectivement des petits patients autistes ou avec différents types de handicaps mentaux, avec lesquels les orthophonistes travaillaient sur des questions de comportement aussi, les aider les aider peut-être à gérer leurs émotions aussi. Donc effectivement, la communication, c'est pas juste ce qu'on s'imagine, c'est pas seulement les mots, et ça doit être un métier qui est incroyablement riche, je trouve. Mais d'ailleurs, dans les 4 numéros qui sont déjà parus de parentalité éclairée, vous avez abordé énormément de choses, parce que le premier numéro, c'était le langage oral, le deuxième, l'acquisition des sons, le troisième, la motricité fine, et le troisième, accompagner les premiers mots. Et puis là, maintenant, la lecture qui est en préparation. Donc ça, voilà. Et puis je n'ai aucun doute sur le fait que tu as déjà en tête plein de thèmes possibles pour de futurs numéros. Je pense que c'est inépuisable comme domaine. C'est inépuisable, et surtout, j'ai envie de dire que tu vois, les premiers numéros étaient assez généralistes, et donc ce qui permet ensuite aussi de cibler un petit peu plus.
parce que du coup, voilà, je voulais vraiment, dans les premiers numéros notamment, transmettre un maximum de façon globale. Mais en fait, par exemple, tu vois, quand on parle du langage oral, voilà, le premier, c'était un peu générique, hein, mais le quatrième, voilà, on était sur le début de l'acquisition des mots. Et puis, on peut en imaginer sur le vocabulaire, on peut en imaginer sur comment aider l'enfant à produire des phrases. Enfin, vraiment, je ne dévoile pas là de prochains thèmes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est inépuisable parce que le langage oral, le langage écrit, ce sont des sources inépuisables. Et voilà, on peut rajouter à ça, ça rejoint notre du coup, conversation sur la communication, mais aussi tout le non-verbal. C'est aussi des choses qui sont hyper importants et qu'on oublie aussi. Donc, les thèmes sont vraiment hyper variés. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'effectivement, ayant un métier vaste, moi, je ne peux pas parler de tous les thèmes clairement toute seule. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à demander aux collègues quand il y a besoin, parce que c'est vraiment hyper important pour moi de transmettre les bonnes infos. Mais du coup, effectivement, on a un métier très, très large qui permet vraiment de balayer plein de domaines différents. Et alors, si on en revient plus spécifiquement à la lecture, à ton avis, est-ce qu'il y a un âge idéal pour apprendre à lire? Alors, ma réponse est toujours qu'il n'y a surtout pas d'âge idéal pour apprendre à lire. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais en fait, suivre les intérêts de l'enfant. Si l'enfant montre un intérêt pour la lecture, il faut y aller. Peu importe s'il a 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si c'est le moment pour lui, alors il faut le suivre parce qu'on le sait, et tu le diras mieux que moi. Mais on sait que voilà, dans cette période sensible-là, il faut en profiter parce qu'on sait qu'ensuite, leur apprentissage sera plus difficile. Et alors, je rajoute maintenant aussi parce que oui, on a en fait, j'observe maintenant un phénomène qui est assez rigolo, c'est que pendant des années et des années, on se disait ça sert à rien d'apprendre à lire avant 6 ans, c'est à 6 ans, c'est au CP. Et puis il y a eu l'essor de la pédagogie Montessori en France et on a vu des enfants lire à 4 ans, voire à 3 ans. Alors c'est quand même assez rare, mais ça arrive. Mais du coup, c'est tellement rare qu'on en parle beaucoup. Et que du coup, les parents se projettent évidemment davantage dans les cas d'enfants qui lisent à 3 ou 4 ans qu'à 5 ans, 6 ans ou plus tard. Et je sais que ça peut être très frustrant pour certains de se dire mince, il a 6 ans, il sait pas encore lire. Du coup, on est passé dans une pression inverse où on se dit mince, il doit avoir du retard, j'ai raté quelque chose. Ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Certains enfants mettent du temps. Mais alors, comment reconnaître justement que c'est le bon moment? Parce qu'on s'y met, enfin, on aimerait que l'enfant soit demandeur de façon claire, mais concrètement, on voit rarement un enfant aller voir papa et maman et leur dire s'il vous plaît, j'aimerais apprendre à lire. Donc, à quel signe est-ce qu'on peut reconnaître que ça y est, l'enfant a l'air prêt et que c'est le bon moment? Je pense que c'est vraiment aussi, tu vois, propre à chaque enfant. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas une seule façon avec laquelle l'enfant va nous montrer son intérêt. Mais en fait, avant même l'intérêt pour la lecture en tant que telle, ça va être des enfants, naturellement, qui vont autour d'eux commencer à s'intéresser aux lettres. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir voir un panneau publicitaire et dire « Ah, mais là, qu'est-ce qu'il y a écrit ?» Et juste qu'on leur donne, en fait, ce qu'il y a écrit, mais où ils vont aller dans la rue, puis ils vont voir un panneau avec le nom de la rue, et pareil, ils vont s'intéresser. Ils vont voir les lettres sur une bouteille, parce qu'il va y avoir la marque, et ils vont pointer et demander les lettres. Je pense que l'intérêt, vraiment, il est à ce moment-là. Ça peut être aussi les enfants qui font des rimes. Moi, je trouve que souvent, quand les enfants sont en train de manipuler comme ça le langage, derrière, on sait que potentiellement, ils sont sur une phase sensible du langage et que ça va basculer vers une entrée du coup douce vers la lecture. Mais et c'est toutes ces choses-là, je trouve, au quotidien qui nous font prendre conscience de que l'enfant est prêt et souvent quand même. Alors, l'enfant ne va pas demander effectivement papa, maman, apprenez-moi à lire, mais on va sentir que il va se détourner peut-être de quelque chose qu'il aime beaucoup pour nous demander de plus en plus de choses par rapport à ce qu'il va voir, toutes les lettres qui vont être autour de lui. On va sentir que ça gravite autour de ça et autour des sons aussi. Enfin, je trouve que vraiment, c'est vraiment ce moment-là où les enfants, effectivement, tu vois, vont pointer un peu partout. Ils vont dire, ça fait quel son? Et ça, c'est quoi? Et comment on écrit mon prénom? Et on rentre dans une phase où toutes leurs questions, ou presque, hein, bien sûr, hein, on ne va pas dire que toutes les questions de toute la journée tournent autour de ça, mais où quand même, il y a un élément central qui est cette envie d'en apprendre un peu plus sur tous les sons.
C'est vrai qu'on ne réalise pas en tant qu'adulte, mais le fait de pouvoir tracer des signes sur un support et de les donner à quelqu'un d'autre ou de les poser quelque part et que quelqu'un d'autre puisse en extraire un message, quelque part, c'est fou. Enfin, on a passé des centaines de milliers d'années sans savoir faire ça. C'est tout récent qu'on sache le faire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme si les enfants découvraient un grand mystère en se disant mais mince, ça, c'est pas un dessin comme un autre. Mes parents, mes grands frères et sœurs, ils ont l'air d'en tirer des choses que je ne comprends pas. Je trouve ça formidable de voir leur émerveillement en fait devant ce qui nous paraît totalement naturel. Ouais, c'est beau, mais peut-être que ça se construit aussi naturellement, tu vois, pour le langage, alors de façon différente, mais en fait, tous nos apprentissages, enfin, tous les apprentissages des enfants, les renvoient à eux à des choses un petit peu extraordinaires. Et nous, en tant qu'adultes, eh ben, en fait, c'est notre quotidien et en fait, on s'en rend plus compte. Donc, c'est vrai que c'est beau de les voir s'émerveiller. Ah bon, là, tu as écrit ça. Puis toi, de vouloir aussi derrière écrire ou voilà, redemander plusieurs fois comment ça s'écrit. Enfin, je trouve que c'est assez formidable. Je te rejoins là-dessus. Et alors, est-ce que tous les enfants qui viennent te voir pour des problèmes de lecture sont dyslexiques? Non, non, clairement non. Alors bien sûr, hein, il y a des enfants qui sont dyslexiques, des enfants qui sont dysorthographiques. Alors la dyslexie, on est vraiment sur des troubles au niveau de la lecture parce que souvent, on entend un peu tout sur la dyslexie, mais en fait, la dyslexie, on est vraiment sur un trouble fonctionnel de la lecture et en parallèle, on a la dysorthographie qui concerne du coup l'écriture. C'est vraiment important pour moi de revenir sur cette notion-là. Pour qu'il y ait dyslexie, et ça a changé il y a peu, hein, ça a été revu du coup en termes de normes. Maintenant, il faut qu'il y ait 6 mois de décalage par rapport au niveau de lecture attendu. Et il faut qu'il y ait eu des aides qui aient été mises en place. Alors ça reste assez fou. Hein. Ils ne nous ont pas dit quelle aide. En tout cas, il faut qu'il y ait des choses qui aient été mises en place et que ça ne suffise pas pour combler le retard de lecture. Donc, on est vraiment sur dyslexie, on est vraiment sur 6 mois de retard de lecture avec des aides qui ont déjà été mises en place. Donc, bien sûr que non, en fait, il y a des enfants qui arrivent, ils ont des fois un petit retard en termes d'apprentissage de la lecture, mais pour autant, quand on va leur donner les clés, ils vont débloquer progressivement. Et du coup, peut-être ce qui nous apparaissait au départ comme potentiel dyslexie ou pas, en tout cas, on avait un retard important, ça va se combler vite. Ce qui est certain, c'est que chez les patients dyslexiques et dysorthographiques, c'est souvent associé, c'est pas forcément tout le temps le cas, mais c'est quand même fortement associé, les évolutions sont moindres. C'est-à-dire que ça va leur demander beaucoup de temps. Les enfants qui ont un simple retard vont plus vite le compenser. Donc, bien sûr, on a des enfants dyslexiques, hein, mais on a aussi des enfants qui ont un simple retard et qui avaient juste besoin en fait, qu'on les mette sur les rails. Mais alors, c'est fou parce que du coup, ça veut dire qu'à partir du moment où on a repéré qu'un enfant avait un retard de lecture, déjà, il faut attendre souvent longtemps pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste. Malheureusement, vous avez beaucoup de patients et vous n'êtes pas assez nombreux. Donc, il faut souvent attendre longtemps, vous avez des tests de référence, il faut faire un diagnostic, etc. Et diagnostic, c'est pour une maladie, mais bon, on va faire on dit un diagnostic. Un diagnostic quand même pour tout ça, ok. Et derrière se dire, on passe quand même encore 6 mois à voir s'il y a on passe des mois à mettre des choses en place, on voit ce que ça donne, et si ça donne toujours rien, alors ça y est, on sait que c'est une dyslexie. Et on se dit quelque part, pour les enfants qui avaient un simple retard de lecture, on a perdu beaucoup de temps parce que c'est sans doute qu'il y avait des choses à mettre en place en amont qui n'ont pas été mises en place. Et ils doivent passer par tout ce circuit du rendez-vous chez l'orthophoniste, du diagnostic, des premières aides mises en place avant de voir des progrès. C'est dommage. Clairement, là, on revient au fait qu'on est complètement débordé, submergé et qu'effectivement, c'est hyper dommage. Moi, c'est aussi pour ça. Tu vois. Pour le coup, c'est l'essence même aussi du pourquoi je partage autour du langage sur les réseaux, pourquoi le magazine est né, parce qu'effectivement, j'ai vu trop de parents en souffrance, trop d'enfants en souffrance, où effectivement, au final, ça aurait pu être comblé rapidement et où, par l'attente même
avant d'avoir des outils, des infos, et ben effectivement, l'enfant s'est retrouvé en grande difficulté et en grande souffrance. Donc, c'est certain que c'est hyper difficile, sachant que de toute façon, même un diagnostic de dyslexie ne se pose pas lors d'un bilan initial. Oui. On ne peut pas dire, voilà, on peut dire ça évoque une potentielle dyslexie, hein, sachant que maintenant on parle même de troubles durables au niveau du langage. Au fur et à mesure, là, les appellations, nos noms en fait changent parce qu'ils essaient de faire des choses plus centralisées. Donc, on devrait en plus parler autrement, enfin, employer d'autres termes, mais en fait des termes qui ne parlent plus aux parents parce que en fait, typiquement le terme de dyslexie, dysorthographie, ça fait sens pour les parents. Si je parle de troubles durables, en fait, je perds tout le monde. Et c'est vraiment difficile, mais c'est ça, c'est compliqué en fait de se dire que y a plein d'enfants qui passent à la trappe et qui attendent pendant longtemps avant que les choses nécessaires soient mises en place pour les aider. Oui, c'est un vrai travail de vulgarisation que tu fais parce que même la dyslexie, il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent que ça veut dire intervertir des lettres ou qu'on lit des lettres dans le mauvais ordre ou qu'on les écrit dans le mauvais ordre, alors que il y a une multiplicité de manifestations de la dyslexie qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre et en plus, enfin, je jette vraiment pas la pierre aux enseignants. Tu vois bien, ton métier est un métier à part entière. On va pas demander aux enseignants d'avoir en plus les compétences d'orthophoniste, de psychomotricien, d'ergothérapeute. Voilà, ils peuvent pas tout faire. Ah clairement, c'est difficile. On peut en vouloir à personne. C'est hyper compliqué tout ça et ouais, c'est vraiment difficile. Et je trouve que ça nous met à mal, même nous, tu vois, en tant que professionnels, parce qu'on aimerait tellement faire plus. On aimerait tellement, tu vois, aider encore davantage les familles que quand on ne peut pas le faire, c'est toujours frustrant. Donc, c'est vrai que moi, voilà, c'est cette notion, tu vois, de magazine et tout ce qui naît en ce moment autour de ça, c'est vraiment dans cette idée que les parents puissent puiser des ressources quelque part, alors que ce soit chez moi ou ailleurs, on s'en moque, peu importe. Mais c'est qu'en fonction de ce qui peut leur parler et ce qui peut aider leurs enfants, ils puissent en tout cas piocher. Et je trouve ça formidable que de plus en plus, notamment de professionnels de santé, se mettent sur les réseaux parce que du coup, ça permet quelque part aussi aux parents de ne pas rester sans rien faire, enfin, tu vois, de ne pas juste être là avec leur souffrance et de ne pas avoir de réponse. Les parents qui vont aller du coup chercher des réponses, ils vont de plus en plus, en tout cas, pouvoir trouver des informations et des informations fiables. C'est toujours pareil, des informations de maman ou des informations de professionnels, de personnes formées à certaines pédagogies, c'est pas la même chose. On est vraiment dans une dynamique qui est toute. Et alors, est-ce que tu vois des grands axes parmi les enfants qui viennent te voir pour des difficultés de lecture, d'où viennent leurs difficultés essentiellement? Alors, c'est vraiment différent en fonction de chaque enfant, parce qu'encore une fois, chaque enfant est unique, mais il y a quand même des grandes thématiques qui vont ressortir. On voit par exemple des enfants, et ça va peut-être étonner certains, mais voilà, des enfants qui ont un trouble au niveau de la lecture et de la compréhension, et qui en fait, quand effectivement on fait notre bilan, on va se rendre compte qu'il y a un déficit en termes de langage oral. En fait, des enfants notamment qui ont peu de vocabulaire, voilà, qui en fait utilisent des phrases très simples, parfois qui utilisent des structures agrammatiques, donc des structures qui ne sont pas correctes d'un point de vue de la langue française. Et du coup, ça vraiment, en tout cas, le vocabulaire, on sait que ça a un impact assez important sur la lecture, puisque pour comprendre ce qu'on lit, il faut naturellement avoir accès au sens des mots. Si on se confronte à que des mots que l'on ne connaît pas, on ne peut pas comprendre. C'est un peu comme si moi, demain, j'ouvre un livre et je lis du chinois. En fait, je connais un mot de chinois et naturellement, en fait, je ne vais pas comprendre ce que je vais voir devant mes yeux. C'est la même chose pour tous ces enfants qui ont du mal en termes de lecture. Alors, tous n'ont pas un déficit au niveau du langage oral, mais en tout cas, c'est un grand axe qu'on peut, nous, en tout cas, exercer quand on se rend compte que c'était pas efficient, c'était pas forcément performant. Oui, parce que quand un enfant déchiffre, c'est amusant de dire quand on voit les premiers lecteurs les lecteurs débutants, ils déchiffrent laborieusement un mot, et même s'ils ont prononcé le mot correctement, on entend que le sens reste mystérieux pour eux, et c'est quand ils ont vraiment associé les sons entre eux dans leur tête
que là, ça y est, ça fait sens et on l'entend à leur façon de prononcer le mot que ça y est, ils ont compris. Entre vraiment le déchiffrage laborieux, son après son, lettre après lettre. Et j'aime bien ton exemple, effectivement, de lire une langue étrangère. J'imagine même avec un autre alphabet comme le russe, où ça y est, on sait lire l'alphabet, on peut prononcer les mots, mais bon, ça va pas nous apporter grand-chose. On peut pas dire qu'on sache lire la langue. On sait la déchiffrer. C'est ça, tu vois, il faut vraiment mettre du sens. Donc, tous ces enfants qui ont un déficit au niveau du langage oral, qui ont peu de vocabulaire, là, qui ont un vocabulaire pauvre, ils vont se retrouver confrontés à des difficultés en termes de compréhension parce que, naturellement, ils n'auront pas accès au sens. Donc, ça, c'est vraiment une première sphère, en tout cas, le langage oral. On le sait, hein, plus le langage oral va être riche, plus l'entrée dans la lecture et dans la compréhension va être facile. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première sphère. Si je devais en donner une deuxième qui est très, très importante, ce serait tout ce qui concerne la conscience phonologique. Alors, je vais juste faire une petite définition rapide de ce que c'est la conscience phonologique. Hein. Mais la conscience phonologique, c'est la capacité, en fait, à manipuler les unités sonores plus petites que le mot. Qu'est-ce qu'on appelle par unité sonore, hein? On peut parler notamment des sons. Ça va être la faculté de l'enfant à découper, par exemple, le mot en sons, à se rendre compte que pour former un mot, en fait, on met toute une suite de mots. Et c'est à la suite de tout ça que ça fait sens. Et voilà, on revient en termes de langage, hein, mais voilà, et que ça fait sens et que l'enfant peut comprendre. Mais vraiment, c'est hyper important que l'enfant soit à l'aise dans cette manipulation des sons parce que c'est ce qui va permettre naturellement d'entrer dans la lecture, mais aussi dans l'écriture. Ah, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure des enfants qui commençaient à faire des rimes et que c'était un bon signe pour se dire il y a un intérêt, il y a quelque chose là qui se développe et qui prépare à la lecture et à l'écriture. C'est ça. Toute cette thématique autour des sons, c'est vraiment hyper important. Ça peut être aussi au niveau des syllabes. Enfin voilà. Après, c'est propre à, j'ai envie de dire, à chaque pédagogie aussi. Mais en tout cas, toute cette dynamique autour des sons, elle est fondamentale vraiment pour l'enfant. Après, on a aussi pour moi, tout un côté un petit peu visuel, tout ce qu'on appelle notamment la discrimination visuelle, l'attention visuelle. C'est des choses qu'on connaît moins parce que, conscience phonologique, langage, généralement, ça va. Le côté visuel, on l'oublie, mais en même temps, naturellement, pour que l'enfant puisse lire, il va falloir qu'il arrive notamment à discriminer. Discriminer, ça veut dire qu'il faut qu'il arrive à différencier. Alors, je sais que dans la pédagogie Montessori, notamment au niveau des cursifs, c'est plus facile pour les enfants parce que du coup, par exemple, un B et un D, clairement, ne se ressemblent pas. Donc ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, un des gros plus de la pédagogie Montessori, c'est cette utilisation des cursifs. Mais c'est une grande raison pour lesquelles on l'utilise, effectivement. C'est juste parce qu'il y a des enfants, tu vois, pour qui cette entrée par les cursifs va être plus compliquée et qui vont passer, soit parce qu'à l'école, ils vont passer par autre chose, soit parce que l'enfant va pas s'y retrouver avec les cursifs. Mais dans ces moments-là, notamment si on passe par les scripts, le B et le D, on est juste sur une histoire de symétrie. Et le cerveau de l'enfant, il ne va pas toujours être en mesure de traiter cette symétrie-là. Et c'est vraiment important de se rendre compte que tout ce pan visuel, en fait, s'il est bon, l'enfant va réussir petit à petit à faire en sorte que quelque part, que ces possibles confusions d'un point de vue visuel se stabilisent. Si c'est des choses qui sont compliquées pour lui, c'est des difficultés qui vont apparaître. Donc vraiment, ce pôle visuel, on en parle beaucoup moins, mais en même temps, c'est aussi hyper important. Je pense que là-dessus, les neurosciences nous ont pas mal apporté parce qu'on commence à en parler justement grâce aux neurosciences. On s'aperçoit que concrètement, effectivement, le cerveau du très jeune enfant ne fait pas de différence entre deux images symétriques. Et c'est utile au quotidien de se dire tel objet, c'est ça, et le même objet symétrique, c'est toujours ça, c'est toujours le même objet. Mais pour les lettres, ça fonctionne plus. Donc quelque part, c'est fascinant de se dire il y a des choses qu'on découvre par l'expérience pédagogique, en orthophonie, etc. Et c'est toujours satisfaisant d'avoir des confirmations au niveau des neurosciences derrière et de voir un peu plus en détail comment ça fonctionne et de découvrir, parce que c'est pareil, il y a tout le problème de l'écriture, on va pas rentrer là-dedans, je pense aujourd'hui, mais il y a tout le problème de l'écriture en miroir chez les enfants, qui est souvent un sujet de grande inquiétude, alors que c'est un phénomène normal pendant un certain temps, il ne faut pas non plus que ça dure éternellement,
Donc je trouve que c'est chouette qu'on ait maintenant la conjonction de l'expérience d'un côté et de la science de l'autre pour se dire voilà, là on a des bases vraiment solides. Il y a la théorie, elle confirme ce qu'on voit dans les faits, donc il y a une vraie concordance là. Ouais, l'essor des neurosciences, c'est vraiment, je trouve, une vraie révolution parce que effectivement, on met derrière un ressenti un peu clinique. Enfin, moi, en tout cas, dans ma pratique d'orthophoniste, on met derrière un ressenti clinique des mots. Enfin, moi, je voyais bien, notamment, par exemple, tu vois que pour certains enfants, il fallait passer par les majuscules, les capitales d'imprimerie, et pour autant, tu vois, je me disais, mince, parce que de ce qu'on lisait, on se disait, c'est bizarre parce que ça ne devrait pas être une entrée pour certains enfants. Et en fait, on se rend compte maintenant, notamment, que effectivement, il y a certains enfants qui ont besoin de cette entrée-là. Encore une fois, voilà, tous les enfants sont différents et certains enfants adorent la cursive. Et en fait, j'ai envie de dire que toutes les polices d'écriture, en fait, ont leurs avantages et leurs inconvénients, en fait. Et qu'il faut toujours garder ça en tête. Et puis, alors, je suis de manière générale une farouche opposante de la pure méthode de lecture globale, mais pour certains enfants avec des troubles du spectre autistique, etc., il faut reconnaître que c'est la seule porte d'entrée vers la lecture et que c'est ce qui fonctionnera le mieux avec ces enfants-là. Donc, il faut de toute façon toujours garder en tête que oui, les enfants sont différents, il y a des phénomènes universels, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, on va s'adapter sur ces choses-là. Ouais, non, mais je te rejoins totalement. Enfin, vraiment, cette idée de se dire qu'effectivement, il y a des choses qui marchent avec certains enfants et pour d'autres enfants un peu plus spécifiques, ça ne marche pas. Et c'est à nous aussi, en tant qu'adultes, d'adapter notre posture et d'adapter ce qu'on va proposer à l'enfant. Et est-ce que tu crois qu'on a fait le tour des grandes thématiques que tu vois dans ces difficultés de lecture ou est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas encore parlé? Je pense que c'est quand même c'est le global. Après, il y a tout ce qui est un petit peu mémoire, fonctionnement de la mémoire, mais je pense que c'est moins fondamental, en tout cas, que ces vrais 3 gros points-là. Et c'est vrai que la mémoire, on le voit bien quand les enfants arrivent à lire très bien des mots de 4 ou 5 lettres, de 2 syllabes. Dès qu'on en a 3, quand ils en sont à la 3e syllabe, ils ont oublié la première. C'est ça. Et bon, ils savent déchiffrer encore une fois, mais du coup, ils n'arrivent pas à en extraire le sens parce qu'ils n'ont pas cette mémoire de travail qui s'est développée. Voilà, c'est ça. On est effectivement sur tout ce qu'on appelle mémoire de travail. Ça pourrait être développé pendant super longtemps, mais effectivement, tu l'as très bien résumé. On est vraiment sur cette problématique-là. Si l'enfant a des difficultés au niveau de la mémoire, effectivement, quand il lit, il oublie au fur et à mesure. Et donc, encore une fois, on en revient au fait que ça ne fait pas sens ce qu'il est en train de dire. Alors, c'est très réconfortant pour moi parce que, en fait, dans ma formation pour apprendre à lire et à écrire avec la pédagogie Montessori, il y a tout un module. En fait, souvent, les parents se jettent sur les lettres rugueuses en se disant mon enfant veut apprendre à lire, je vais sortir un alphabet, je vais sortir des lettres rugueuses et je vais lui apprendre à lire comme ça. Et justement, je repousse le moment d'introduire dans la formation ces fameuses lettres rugueuses et on passe vraiment un long module sur les prérequis, des choses à travailler avant la lecture. Et donc, tu me rassures parce que je pense qu'on fait bien le tour. Alors, moi, je développe 3 axes qui sont la conscience phonologique, dont tu parlais tout à l'heure. Alors, comme on travaille aussi l'écriture, la préparation de la main, mais bon, ça, c'est pas lié à l'apprentissage de la lecture. C'est vraiment pour développer l'écriture. Et encore, tu parlais de... alors, c'est pas lié à la discrimination visuelle, mais la perception spatiale, on la travaille aussi à travers ça. Le fait que en français, on écrive de gauche à droite et de haut en bas. Par exemple, les gens n'ont pas toujours la notion que les activités de vie pratique Montessori qui préparent à la lecture, si on veut, si l'enfant a une langue maternelle qui s'écrit de droite à gauche, comme l'arabe, comme l'hébreu, etc., eh bien, on va les faire de droite à gauche. On va modifier ces activités de vie pratique parce que dès le départ, l'organisation spatiale sera différente. Et puis, on a l'enrichissement du vocabulaire, qui est la 3e grande catégorie des prérequis qu'on travaille. Donc, ça me rassure, on se retrouve totalement, sachant que l'attention, la mémoire, etc., en fait, c'est le cœur du travail montessorien dans toutes les activités. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va travailler spécifiquement, nous, je veux dire, avec une activité
spécialement pour ça, toutes les activités ont pour but de développer ça petit à petit. Donc c'est bien, tu me rassures parce que je me dis bon, ça va, on a fait le tour de notre formation. Ah ouais, non, c'est vraiment ça. Et tu le dis très bien là, effectivement, tout ce qui est visuel et mémoire, en fait, c'est exercé dans chacune des activités. C'est ça que c'est deux points un peu moins importants, en tout cas qu'on développe moins, parce qu'en fait, ils sont toujours là dans toute activité. Je pense que c'est pour ça aussi que les neurosciences, notamment, ont mis plus longtemps à s'y intéresser. C'est parce qu'en fait, c'est là tout le temps. Du coup, c'est plus difficile à tester, oui, quelque part. Bah, c'est clair. Oui. Et alors, est-ce que tu aurais quelques exemples de choses qu'on peut faire pour poser ces bases? Justement, pour se dire, bon, on va pas se lancer dans l'apprentissage de la lecture et se lancer dans l'apprentissage de la lecture tête baissée, en avançant dans l'alphabet, la connaissance des sons, etc. Plutôt que de faire ça, de se retrouver avec un enfant qui aura peut-être des difficultés au niveau de la lecture, qui commencera à avoir un retard et qu'on mettra du temps à dépister ou à corriger, qu'est-ce qu'on peut faire dès le départ pour poser les bonnes bases? Est-ce que tu aurais des idées, des exemples à proposer? Je sais que ton magazine en aura plein en avril. J'ai hâte de le découvrir, mais est-ce qu'on pourrait déjà donner des petites idées aux parents? Si on rebascule, tu vois, sur le langage notamment et sur l'importance d'avoir un langage et un vocabulaire riche, on va pouvoir proposer tout plein de choses à l'enfant autour du langage. Ça peut être des choses toutes simples, hein, ça va être des tout petits, au niveau des comptines, mais même plus grands. Hein, les comptines, ça peut être hyper riche, mais tout ce qui est histoire, la lecture de livres, il faut voir tout le vocabulaire que ça peut apporter aux enfants, la richesse en termes de syntaxe, en termes de phrases, en fonction de ce qu'on peut choisir. Bien sûr, il faut choisir les supports adaptés, mais j'ai envie de dire que dans l'entièreté des livres, c'est quand même hyper riche pour l'enfant et hyper porteur. Donc au niveau du langage, ces petites choses-là, on peut développer le vocabulaire aussi en utilisant notamment, là je vais revenir à la pédagogie Montessori, mais tout ce qui est images classifiées, images de nomenclature pour les plus grands, c'est vraiment des choses qui vont permettre de développer le vocabulaire de façon ciblée. Tout ce qui est images de nomenclature, notamment avec, et je te laisserai en parler après, mais avec un petit peu tout ce qui est leçon en 3 temps, où on va pouvoir amener du vocabulaire précis à l'enfant et l'aider aussi naturellement à le retenir, parce que c'est hyper important qu'il le retienne pour qu'il puisse après, en fait, l'utiliser. Non, mais ça rejoint sur les intérêts des enfants, parce que si on a un fan de dinosaures, eh bien, on a plein de noms à coucher dehors de dinosaures qu'on peut leur faire découvrir. Et des choses qui nous paraissent compliquées, mais en fait, on a des mots du quotidien, pas vraiment parce qu'on les abrège, mais télévision, c'est un mot compliqué. Automobile, c'est un mot compliqué. Nous, ça ne nous paraît pas compliqué, mais en fait, c'est aussi difficile au niveau du langage que brachiosaure ou... moi, je ne suis pas une spécialité dinosaure, donc je ne les connais pas. Mais du coup, ces images classifiées, c'est formidable parce qu'on peut vraiment aller à fond dans les domaines qui intéressent l'enfant et apporter un vocabulaire qui va être très spécialisé, très riche. Et même si c'est pas forcément ce qui va lui servir le plus au quotidien, ça peut être derrière un prétexte justement à développer la lecture, l'écriture, comme tu le disais, à travers les intérêts de l'enfant, ce qu'il aime. Et là où il y a le plaisir, l'apprentissage se fait tout seul. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment garder cette notion de plaisir et se dire que surtout, tout mot va être utile à l'enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, les dinosaures, il ne va pas s'en servir dans toutes les circonstances, mais tout ce vocabulaire qu'il aura accumulé, ce sera hyper riche pour lui parce que demain, il lit un texte et ça parle des dinosaures, et ça fera sens. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des livres sur les dinosaures, mais je veux dire, c'est que la richesse qu'on va apporter à l'enfant et l'attention particulière qu'on va porter au langage, c'est vraiment fondamental dans cette construction de ce qui va se passer aussi après. Ah oui, puis au moins pour lui exprimer ce qui lui plaît, ce qui l'anime, et il va avoir besoin justement de ces mots spécialisés parce que lui, il va connaître la différence entre, je ne veux pas m'aventurer dans les noms de dinosaures, mais entre les différents dinosaures. Et donc justement, il aura envie de pouvoir en parler, mais pour en parler, il faut des mots. Et on s'aperçoit souvent que quand on démarre dans un sujet, une matière, on aimerait pouvoir exprimer des choses et on n'a pas forcément le bon vocabulaire, les mots justes. On cherche comment exprimer les choses.
Et on a besoin pour penser. Moi, je suis convaincue qu'on peut penser sans langage, mais on ne peut pas penser de façon très précise, très approfondie, et on ne peut pas communiquer sa pensée sans utiliser les bons mots. Donc, effectivement, c'est tellement riche. Et puis, tu parlais de la leçon en 3 temps. C'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que dans la leçon en 3 temps, on travaille vraiment les choses suivant 2 axes. C'est-à-dire que souvent, l'enfant nous pointe, les très jeunes enfants, les bébés nous pointent des choses du doigt quand ils commencent à apprendre. Alors, pas forcément apprendre à parler d'ailleurs, parce que c'est plutôt comprendre aussi ce qu'on dit. Ils vont nous pointer un arbre du doigt. On va leur dire oui, c'est un arbre. Arbre. Là, on fait les choses dans un sens. C'est-à-dire qu'on a un objet et on lui donne un nom. Que l'enfant sera peut-être pas capable de répéter d'ailleurs, hein, mais au moins il saura le comprendre. Et ce que j'aime dans la leçon en 3 temps, c'est qu'on passe par ça. Et donc le premier temps, c'est vraiment de montrer à l'enfant l'objet et de lui associer un nom. Et le deuxième temps, c'est de lui demander de remontrer l'objet quand on dit le nom. Donc là, on retravaille dans l'autre sens. C'est je dis le mot, peux-tu reconnaître l'objet? Ce qui est plus facile pour les jeunes enfants, hein, parce que l'articulation n'est pas toujours là. Et le troisième temps, qui vient parfois beaucoup plus tard, c'est je te montre l'objet, peux-tu me redire le mot? Alors d'ailleurs, je sais que tu as dans le dernier numéro, il y avait tout un passage tout un article sur la langue des signes que l'on peut utiliser pour les bébés avec des signes associés à la parole. C'est vraiment parce que souvent les enfants nous montrent qu'ils ont vraiment associé le mot à l'objet, mais qu'ils ne sont pas encore capables de le prononcer. Et du coup, c'est formidable avec les signes de voir qu'ils sont capables de l'exprimer autrement. Donc là, on peut faire même on peut multiplier la leçon en 3 temps, développer la leçon en 3 temps et faire vraiment un triangle entre le mot oral, l'objet et le signe qui va être associé et travailler ça dans tous les sens. C'est hyper riche pour les enfants. Hein. Moi, clairement, c'est vraiment hyper riche. Et je trouve ça très bien, tu vois, que tu reparles aussi un peu de ces 2 pans. Donc, le pan de la compréhension et le pan de l'expression. C'est souvent des choses qui sont oubliées aussi, mais de se dire que ce n'est pas parce que l'enfant ne produit pas, par exemple, un mot, qu'il n'est pas en mesure de le comprendre. Avant de produire un mot, bien sûr qu'il faut comprendre. On en revient encore une fois à la notion de sens, mais tout fait sens. C'est vrai, tout ce qui est autour de nous. Pour le comprendre, il faut que ça fasse sens. Et donc, naturellement, tu vois, des fois, on me dit, mais est-ce que vraiment parler à un bébé, c'est utile? Ben, en fait, oui, bien sûr que oui. Si demain, on a un enfant et qu'on ne lui parle pas, et ben, naturellement, en fait, il n'entrera pas dans le langage. Et du coup, je trouve que c'est hyper important. Effectivement, les signes sont vraiment là pour renforcer et pour permettre à l'enfant, et au tout petit notamment, à l'enfant qui va avoir du mal en termes d'articulation aussi, tu vois, mais de pouvoir dire que oui, il a compris, oui, il sait ce dont on parle et lui, il va être en mesure aussi après de le produire, mais avant de pouvoir produire un mot, d'abord, il faut l'entendre, ensuite, il faut le comprendre et seulement après, l'enfant va être en mesure de le produire. Donc, on a vraiment toutes ces étapes-là et qui sont quelque part aussi reprises du coup dans les leçons à 3 temps de la pédagogie Montessori. Mais alors, c'est génial parce que c'est un nouveau cadre, une nouvelle façon de présenter la leçon en 3 temps. J'aime bien se dire, il faut d'abord l'entendre, c'est vraiment le premier temps, le comprendre, c'est le deuxième temps, et le produire qui vient à la fin. Je réutiliserai ça. Bah, écoute, merci beaucoup. J'imagine, alors je l'ai pas encore lu évidemment parce qu'il n'est pas encore sorti, mais j'imagine qu'il y aura plein d'idées pour les parents justement pour faciliter l'entrée dans la lecture dans le prochain numéro de parentalité éclairée. Le lien, je mettrai un lien pour que tout le monde sache où ils peuvent l'acheter parce qu'on peut les acheter au numéro. Il y a le format numérique, le format papier et on peut s'abonner évidemment. Donc, il y aura tous les liens, si vous écoutez, dans les notes de cet épisode ou dans l'article associé sur le blog. Et alors, est-ce que tu sais quand il va sortir exactement? Alors, il est en cours de finalisation. Il va sortir incessamment sous peu. Vraiment, on y est presque. Il devrait partir en impression au moment où vous allez, je l'espère, écouter l'épisode. En tout cas, de toute façon, il sera déjà en précommande. Il est déjà en précommande. Donc voilà, pour ce numéro-là, en tout cas, ceux qui vont vouloir la version papier peuvent d'ores et déjà le précommander.
Et voilà, pour la version numérique, on y est, quoi. Dans les jours qui vont arriver, il va être là. Donc, allez sur le site. De toute façon, il y a tous les autres numéros qui vous attendent aussi. Donc comme ça prépare plein de choses autour aussi, parce qu'on parlait du langage oral. Justement, il y a un numéro sur le langage oral. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Même je les ai lus. C'est vraiment des contenus de qualité où il y a beaucoup de choses réunies au même endroit, avec plein de choses un peu plus de fond et plein de petites astuces pour le quotidien qui sont très très faciles à mettre en place. Moi, j'ai vraiment trouvé ça formidable. Merci Anne-Laure. Écoute, merci beaucoup à toi. Peut-être qu'on remettra ça un autre jour sur un autre thème. Tu es donc la première invitée de ce podcast. Je suis honorée. J'étais très très contente d'être la première à intervenir dans ce podcast avec toi. Et je suis très heureuse. J'espère que ça aidera plein de parents à trouver des pistes pour aider leurs enfants à progresser dans le langage, la communication, la lecture, l'écriture. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Léa. À bientôt. À bientôt.